Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu dans ces locaux à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, par Alina Graland. Alors Alina, c'est une DRH qui est passionnée bien sûr de RH, passionnée aussi d'ESG et qui place l'humain au cœur de tout ce qu'elle fait. Et Alina est aujourd'hui directrice des ressources humaines et ESG du groupe Seven, un acteur engagé dans les secteurs funéraires et médicaux. Merci Alina de m'accueillir. Bonjour Florent, bonjour à toutes et à tous et merci d'accepter cette invitation. C'est avec grand plaisir que je te reçois chez GPG Granite, groupe Seven aujourd'hui. Ouais, je suis vraiment très très heureux. T'as l'air en pleine forme. Pleine forme, comme presque toujours. Il faut. Voilà. Donc tu vas nous raconter, c'est intéressant parce que c'est la première fois effectivement j'interviewe une professionnelle de la RH qui travaille dans le secteur funéraire. Donc c'est un sujet qui m'intéresse, qui nous intéresse tous parce que à un moment ou à un autre, nous serons confrontés à ce sujet-là le plus tard possible, mais nous serons confrontés à ce sujet-là. Avant toute chose, Alina, on se connaît nous un petit peu. Oui, depuis déjà un petit moment. Depuis quelques années, mais tout le monde ne te connaît pas. Tu es certes bien sûr présente sur LinkedIn, mais tu as effectivement des choses à nous dire. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter déjà ce qui t'a amené en France après ton cursus en Russie, parce que tu es russe, je crois, de naissance. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas si tu as la double nationalité ou pas, je ne sais pas du tout, mais peu importe, mais je sais que tu es russe et que tu es venu en France. Voilà, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est ton histoire? Alors, mon histoire, en effet, je suis née en Russie, donc Russie, c'est mon pays natal. Et la France, c'est mon pays d'adoption du cœur. Je suis breton du cœur, comme je l'ai dit. Donc, je suis Alina Graland. Au jour d'aujourd'hui, je suis directrice RH et ESG de Groupe Seven, GPG Granite. Et mon parcours en effet, a démarré en Russie avec le cursus scolaire, grande école, très juridique. Droit. En droit, voilà, en droit classique, avec le carrière juriste à la clé. Par la suite, j'ai eu l'opportunité au sein de mon fac de droit de participer dans un programme d'échange avec plusieurs universités en France et par hasard des choses, j'ai déposé mon dossier et j'ai été choisie par l'université de Rennes 1. Fac de droit, donc la chose que j'ai acceptée volontairement pour aller me perfectionner au niveau de connaissances juridiques et bien sûr, de point de vue personnel, aller découvrir une autre culture, un autre pays, les autres habitudes. Et un autre droit aussi, parce que... Et un autre droit, en effet. Je connais rien en droit russe, mais le droit russe et le droit français, c'est pas tout à fait la même chose. Okay. Oui, il y a quelques nuances. Il y a quelques nuances, quelques différences. Et en effet, c'était super intéressant de pouvoir avoir ce double regard sur les sujets très cadrés, très structurés et la chose que j'ai faite et en effet au fur et à mesure de temps j'ai appris à aimer ce pays, ses habitudes, cette culture et donc j'y suis restée. Parce qu'à la base tu venais pour une année, 2 années? Tout à fait, à la base je suis venue pour 6 mois. 6 mois de programme d'échange. D'accord. En effet. Okay. Et par la suite j'ai déposé mon dossier pour faire toute une année de Master 2 à la fac de droit. Donc finalement, les 6 mois, il s'avère bientôt 20 ans que je suis en France et
tout se passe super bien. Je garde bien sûr mes racines russes, mais avec énormément de vernis français qui m'a aussi construit en tant que professionnel. Donc aujourd'hui, tu as des doubles diplômes. Tu as un diplôme russe et un diplôme français, tout à fait, du coup. Tout à fait. Et comment s'est passé tes premières missions de recherche d'emploi, de travail en France ? Alors, après obtention des 2 diplômes en parallèle, c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis tournée vers les métiers en RH. Parce que qui dit droit, dit aussi le métier en RH. Ils sont très, très liés à tout ce qui est respect de la législation locale. Donc mes premières recherches d'emploi sont tournées vers les secteurs très opérationnels, notamment les secteurs de travail temporaire. En effet, un secteur super formateur. Là, on doit apprendre vite et bien et être sur plusieurs fronts en même temps, que ça soit auprès des clients, accompagnement des clients, la démarche commerciale pour aller chercher les nouveaux clients, mais aussi tout ce qui est management, des intérimaires, travail administratif. Donc ce secteur m'a permis vraiment avoir une vision de terrain des enjeux RH sur plusieurs secteurs d'activité, bâtiments, travaux publics, industrie, et ça, c'est super formateur. Et là, tu as appris le métier sur le tas, recruter, l'aspect aussi commercial, l'aspect administratif. Tu avais l'entièreté de la fonction intérim, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Ce poste en double casquette. Et d'ailleurs, je pense chaleureusement à mes anciens employeurs dans le travail temporaire. Car en effet, ils m'ont donné cette chance, ayant un diplôme certes juridique, mais n'ayant pas d'expérience opérationnelle terrain. C'était super riche de pouvoir apprendre sur le tas. Voilà, c'est la chose qui m'a surtout donné la passion et cet amour envers ressources humaines. Ok, donc là, tu te lances dans l'intérim, mais tu n'y restes pas. Tu fais combien d'années en intérim et qu'est-ce que tu deviens après ? Alors, j'ai fait plus de 5 ans en intérim. Pourquoi ? Parce que au bout d'un moment de l'expérience, de connaissance de secteur, en tout cas, ça me concerne moi personnellement, ça nous donne envie d'aller plus au cœur des choses et non pas faire uniquement le côté quantitatif qui est très important. Il faut faire tourner la boîte, faut faire entrer les chiffres d'affaires, il faut satisfaire les clients. Donc ça, bien sûr, c'est la base. Mais derrière tout cela, je voulais m'appliquer plutôt dans la qualité. Qualité de l'accompagnement, qualité... excusez-moi. Qualité de l'accompagnement des salariés, des intérimaires, avoir plus de temps à leur écoute, avoir plus de temps à leur conseil. Et ce qui m'a donné envie de tester, mener une aventure entrepreneuriale que j'ai mûrie, que j'ai étudiée. Et par ces biais, ça me permet de toucher à des facettes d'une organisation, de la stratégie à l'exécution. Je ne suis pas allée au bout de ce projet. Donc c'est un projet, donc tu n'as pas créé l'entreprise ? Je n'ai pas créé l'entreprise, j'ai fait tout ce qui est en amont. Ok, c'était quoi l'entreprise ? Alors l'entreprise, c'était dans le conseil RH. Ok. C'était dans le conseil RH. Et en effet, j'ai pas franchi le pas tout simplement parce qu'en parallèle, j'ai vu une annonce qui m'attirait énormément. Ok, ok. Tout simplement, l'annonce de GPG Granit qui était à l'époque gérée par Comendou, lundi actuellement. Donc, dédicace à Jérôme Duval et Jean-François Bertrand. Avec qui une longue histoire de collaboration, partenariat et tendre amitié me lie. Et pourquoi cette annonce ? Parce que dans cette annonce, j'ai vu la recette de mon entreprise telle que je souhaitais le créer. S'occuper de l'expérience collaborateur, consacrer le temps au management, accompagner les managers, structurer le vrai service RH dans le cadre de PME. Donc cette démarche, comme on peut l'appeler, interpreneuriale, donc prendre en charge un sujet au sein de l'entreprise déjà créée. Je trouvais ça super génial et c'est pour ça que j'ai franchi le pas. Et ainsi, j'ai commencé de collaborer avec GPG Granit en 2019. Ok, on va revenir sur quelques points.
tu n'en as pas parlé, mais tu as fait une pause parentale de 3 ans. Oui, tout à fait. De 3 ans. En tout cas, tu en parles en plus sur LinkedIn, oui, tu l'indiques. Complètement. Comment est-ce que tu as vécu ce moment et surtout, est-ce que ça a changé des choses dans ta vision du monde du travail? Alors oui, complètement. Ça change beaucoup de choses. Je pense que n'importe quel salarié, collaborateur, un être humain, quand on devient parent, c'est un événement qui marque un avant et un après. On change en tant qu'individu, mais on change en tant que citoyen. On apprend à gérer cette nouvelle casquette qu'on a, et même si on imagine les changements de notre vie, on a, en tout cas mon entourage avec les personnes avec qui j'ai discuté sur le sujet, généralement on n'est pas prêt à l'ensemble des choses, à l'ensemble des changements qui arrivent. Donc oui, j'ai revu mes souhaits, mes ambitions professionnelles, d'où aussi cette réflexion que je ne veux plus travailler uniquement sur la quantité, mais aussi mettre l'humain au centre de mes activités, de mes préoccupations, et consacrer plus de mon temps et plus d'énergie à l'humain. Et donc c'était issu de ces 3 ans de pause professionnelle, la pause qui s'explique aussi par des aspects culturels, parce qu'encore une fois, ayant double nationalité, ayant cette double culture, en Russie, en tout cas, c'est très souvent que les femmes prennent des pauses plutôt longues pour pouvoir s'occuper des enfants. En tout cas, c'est quelque chose de très commun que, avec l'arrivée des enfants, une femme arrête de travailler au moins pendant 3 premières années. Ah oui, ok. Donc, ceci dit, c'était probablement culturel chez moi, mais c'était important aussi que je consacre mon temps, mon énergie à cet aspect privé de ma vie pour, par la suite, me consacrer à 100% à ma carrière. Ok. Et donc, tu as rejoint ce qui était GPG Granit à l'époque, en 2019. Tout à fait. Par une structure qui s'appelait Comendoo, qui faisait du temps de travail partagé. Oui. C'était dans ce cadre-là, tu étais en temps de travail partagé, tu étais salarié de Comendoo, positionné chez le client de Comendoo qui était GPG Granit, en fait. Oui, tout à fait cela. Avec un mode d'emploi assez différent, pour le coup. Tout à fait, c'était assez différent. À l'époque, donc, j'ai intégré GPG Granit, qui existe toujours, qui fait partie du groupe Seven. Donc, GPG Granit, en 2019, c'était 35 salariés, PME, bretonne. Voilà. Et à l'époque, GPG Granit, c'est quoi le métier de GPG Granit? GPG Granit, c'est le designer et distributeur de monuments funéraires dans le réseau de partenaires professionnels en France. Ok, d'accord. Qui travaille donc pour différentes structures qui commandent des tombes funéraires. Tout etc. à fait, pour différentes structures, type pompes funèbres, marbriers, qui travaillent avec les fournisseurs divers et variés en France, mais aussi en Inde et en Chine. Et qui fait le design des monuments funéraires avec les métiers gestion de relations clients, assistant commercial, force commerciale sur le terrain, bureau d'études et une chaîne chaîne logistique assez performante. Et là, quand tu es arrivé, tu créais la fonction RH au sein de GPG Granit. C'était quoi ton rôle en fait à cette époque-là? Alors, mon rôle, c'était de créer et structurer le rôle RH. Et j'ai eu la chance de le faire aux côtés de notre président actuel, monsieur Gilbert Alexis, qui lui aussi m'a fait confiance. Et nous avons commencé de travailler ensemble sur ces sujets de structuration. Avant mon arrivée, il y avait déjà une fonction RH, pareil, en compétences partagées, mais à l'auteur de quelques jours par semaine, pour tout simplement assurer le suivi administratif des activités courantes. Et mon arrivée marquait vraiment un début de structuration forte sous leadership de Alexis. Donc structuration RH, structuration commerciale, structuration supply, donc tous les services on était structurés tout simplement dans le but de se préparer à cette croissance qui nous attendait courant ces prochaines années pour arriver à 2025 à une société de 100 collaborateurs. Aujourd'hui, vous êtes 100 ? Oui. Et vous êtes un groupe. Donc tu parles du groupe Seven, et dont GPG Granit fait partie. Tout à fait. C'est ça. Est-ce que tu peux présenter le groupe Seven en 2 minutes pour comprendre effectivement ce qu'est devenu GPG Granit de 2019 quand tu es arrivé à 2025 aujourd'hui?
Alors oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir que GPG Granit, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans. Depuis l'année 2002, c'est une entreprise à la base familiale, très ancrée dans notre territoire bretonne, et une entreprise qui travaillait sur le monument funéraire, a fait le design, distribution, dans le réseau de professionnels. Et on peut même dire une entreprise artisanale. Très petite, une vraie PME, quand on pense c'est quoi le PME idéal. Donc c'était GPG Granit. Et puis progressivement, on a grandi. Au début, cette croissance, on l'a connue de façon organique, c'est-à-dire en devenant le leader de notre secteur d'activité et puis en allant conquérir le nouveau part de marché. Et par la suite, de façon externe également, en intégrant les nouvelles activités type Isofroid, une entreprise que nous avons acquérie en mois de juillet 2024, une entreprise dans l'équipement médical destiné à la conservation du corps et matériel pour les thanatopracteurs, mais aussi en créant de nouvelles marques avec l'offre toujours plus complet et adaptée à chaque acteur de notre marché. Tout ceci fait aujourd'hui Groupe 7, qui est groupe assez récente, qui a été créé en octobre 2024. Ah oui, donc d'accord, le Groupe 7, la marque Groupe 7 est récente, elle. Est très récente, depuis octobre 2024. Et donc Groupe 7 regroupe 7 marques, 100 collaborateurs et réalise 36 millions de chiffre d'affaires. On intervient dans un secteur peu connu, comme tu as dit, Florent, le funéraire. Peut-être un secteur qui fait peur aussi. C'est un secteur qui fait peur, qui est très méconnu. Et justement, nous, notre rôle aussi, c'est de communiquer. On va en parler, mais comment effectivement tu fais pour attirer aussi des hommes et des femmes, parce que je suis dans les locaux, dans des locaux très sympas d'ailleurs. On a l'impression d'être dans une start-up, honnêtement. Comment tu fais Quelles sont tes astuces pour attirer? On va y revenir. Oui, on va y venir parce qu'en effet, nous avons beaucoup travaillé sur le sujet. Comment attirer du monde chez nous. Et donc, Seven propose une offre à destination des professionnels de secteur du funéraire et cette offre-là s'étend de la conservation du corps jusqu'à la création de lieux de recueillement uniques pour chaque famille. Et justement, c'est important de préciser que dans le secteur aussi humain, car même si nos clients, ce sont les professionnels, on est une entreprise qui travaille dans le secteur de B2B, et on peut dire même B2C2B, parce qu'on sait que une famille, c'est pas notre client direct, mais c'est le client final de nos monuments. Et donc, vous n'avez pas les clients directs, vous? Non, on n'a pas de famille. C'est nos clients directs, pompes funèbres et les marbriers, qui travaillent avec les familles. Et donc, étant dans ce secteur, on ne peut pas avoir une RH déconnectée qui est là juste pour faire de l'admin. Et l'humain, c'est au cœur de notre stratégie, au cœur de nos préoccupations, que ce soit à destination de nos clients, donc la notion de service client. Chez nous, ils sont très très forts. Et d'ailleurs, c'est même un des piliers de GPG Granit. Et c'est grâce à cela que GPG est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, de toute petite PME à une entreprise avec plus de 100 collaborateurs. Et donc, notre promesse RH est simple. On dit à nos collaborateurs que vous êtes ici pour faire du travail qui a du sens, dans les bonnes conditions, avec les bons outils qu'on vous met à disposition pour progresser dans votre quotidien et dans ce que vous êtes en tant que professionnel. Alors, tu dirais quoi sur la culture d'entreprise de Seven? Si moi j'étais candidat, tu auras envie que je rejoigne ton équipe. Comment est-ce que tu me motiverais et quelle différence en fait entre vous et d'autres entreprises, d'autant plus qu'on est dans un secteur d'activité qui est pas très connu peut-être de l'extérieur, tout à fait, sur lequel on peut se poser plein de questions. Alors, pour motiver, nous avons plusieurs recettes pour motiver. Donc, ça commence par le parcours de recrutement assez complet, par les demi-journées découvertes qu'on respecte et on tient pour tout métier et tout recrutement que nous cherchons. Mais au-delà, on explique que nos métiers ont du sens. Au-delà de chiffre d'affaires, le nombre de dossiers traités, un dossier, c'est une famille derrière. Et lorsqu'on travaille sur un projet de monument funéraire, on accompagne le deuil qui est un moment
très particulier dans la vie d'un individu. Et le fait de poser un monument qui représente le défunt, qui représente ses passions, c'est un moment très fort. Ça devient tout de suite matériel, concret. Et ça aide vraiment aux familles de vivre au mieux ce deuil qui malheureusement touche chaque famille au moment donné de notre vie. J'expliquerai également que nous, notre vision de choses, c'est nos valeurs. Nos valeurs sont l'humain. Nous sommes humbles, nous sommes pragmatiques, nous sommes exigeants et on vise l'excellence. Donc, entreprise GPG Granit, Groupe 7, maintenant, c'est une entreprise qui met l'humain au cœur de toutes ses préoccupations, comme je disais précédemment. On met beaucoup de choses en place pour accompagner nos collaborateurs, accompagner au quotidien. Alors, concrètement, par exemple ? Concrètement, chaque nouveau collaborateur a un parcours d'intégration très complet. Il commence par le découvrir de chaque métier de l'entreprise pour comprendre c'est quoi le parcours client. Comment je pousse la porte de GPG Granit, de Groupe 7, comment on m'accompagne, quelles valeurs on crée pour les clients. Donc ça, pour nous, c'est très important dans la compréhension globale de métier de l'entreprise. Par la suite, chaque manager fait les points hebdomadaires avec le nouveau collaborateur et ça peut aller jusqu'à 2-3 mois, comme ça peut aller jusqu'à 6-8 mois, parce que nous avons les métiers très technique. D'accord. Généralement, cette technicité, très peu de personnes venant de l'extérieur connaissent. Donc, on sait que pour la plupart des métiers, notamment technicien de bureau d'études, assistant de gestion commerciale ou commercial terrain, nous avons beaucoup de formations vraiment techniques pour que nous puissions apporter cette valeur ajoutée à nos clients. Donc, manager va échanger beaucoup avec ce nouveau collaborateur. Il ne va pas lui lâcher la main jusqu'à le temps qu'il devient un expert de son métier. Également, les fameux entretiens annuels, nous, c'est 3 fois par an. Ah oui, c'est 3 entretiens. Donc c'est plus des entretiens annuels, c'est voilà. Quasiment les entretiens trimestriels ou quadrimestriels. On les appelle les feedbacks quadrimestriels, mais ils sont construits exactement de la même façon que les entretiens annuels. Donc on parle des périodes écoulées. On parle de tout ce qu'il y avait de positif, ce qu'il y avait de compliqué, des difficultés, des axes d'amélioration. On se projette aussi, moi en tant que collaborateur, quels sont les objectifs que je vais me fixer sur les 4 prochains mois. Un manager va partager aussi sa vision et les objectifs qu'il fixe à son collaborateur. On va parler des formations. Et puis, on va parler, on a cette question qu'on aime bien. Si j'avais un seul message à passer lors de cet entretien, ça serait lequel ? Et donc, par le biais de ces entretiens, ça nous permet de faire le point assez complet entre le manager et le collaborateur pour savoir d'où on vient et où on va. C'est très, très important. Et toi, avec ton équipe au sein de la fonction RH, qu'est-ce que vous faites de ces 3 entretiens annuels pour chacun des collaborateurs ? Vous les réalisez, vous les exploitez, ou est-ce que c'est vraiment une mission managériale à 100% ? Alors, à la base, bien sûr, c'est mission managériale. On est d'accord. On est d'accord. Mais par la suite, ça nous donne une mine d'informations. Une mine d'informations dans la détection de signaux faibles, par exemple, pour comprendre quelle est la posture, l'état d'esprit de tel ou tel collaborateur. Est-ce qu'on peut l'accompagner davantage vers la progression, monter en compétences, ou probablement vers une autre fonction si il manifeste l'envie et les capacités d'aller faire autre chose, aller faire quelque chose de plus de son périmètre initial. Ça nous permet aussi de prendre les décisions au niveau de formation, analyser c'est quoi les demandes des collaborateurs. Donc, derrière ces entretiens, en plus d'être les moments privilégiés entre collaborateurs et le manager, nous, ça nous permet aussi de prendre les décisions RH très importantes et stratégiques. Quand tu es arrivé en 2019, il n'y avait pas ces entretiens. Non, il n'y avait pas ces entretiens. C'est des sujets sur lesquels toi, tu as travaillé. Tout à fait. Avec ton équipe. Et comment tu t'y es pris pour passer pas d'entretien ou peut-être l'entretien professionnel tous les 2 ans parce que c'est juste dans la loi, à quelque chose de plus structuré, plus ancré, avec un vrai acte
managériale. Est-ce que tu t'es équipé d'outils? Comment est-ce que tu as travaillé pour réussir à faire en sorte que ça marche? Oui, Florent, en effet, tu parles de structuration, structuration des entretiens. Mais en effet, tout l'essence de mon rôle, c'était structurer la fonction RH. Ouais. Et en effet, sans bons outils, on va avoir du mal. En mettant toute la volonté du monde, toute l'énergie possible, sans la structuration, même dans le cadre de PME de 35 collaborateurs, on ne peut pas être partout sur tous les fronts à la fois. Même si l'outil ne fait pas tout. Si l'outil ne fait pas tout. Il est nécessaire. Il est absolument nécessaire. Okay. C'est pour cela que nous avons mis en place un outil en SIRH, simple d'utilisation. On a fait quelques formations auprès de nos collaborateurs. Je me suis formée en tant qu'administrateur de l'outil. Et nous avons mis plusieurs sujets. On a fait appel à plusieurs modules. Et ainsi, toute la gestion de temps et absence, congés, tout ce qui est apport à RH, préparation de paye. On a quoi d'autre? Donc, les entretiens, bien évidemment, sur cet outil ici RH que nous avons actuellement. La note de frais. Donc, voilà, cet outil, ça nous a permis de couvrir beaucoup de sujets RH en proposant un outil tout en un. Et au jour d'aujourd'hui, c'est incontournable. Pour nous, c'était même pas l'idée de tout centraliser, mais vraiment créer un outil, un socle commun, un socle RH commun. Car peu après mon arrivée, nous avons ouvert le 2e site, notre plateforme logistique, et n'ayant pas les collaborateurs en présentiel ensemble tout le temps, c'était important de aligner nos pratiques RH et aligner nos outils tout simplement pour faciliter la vie des collaborateurs, mais aussi faciliter la vie des RH. Et donc ces entretiens, on les a mis en place au sein de cet outil. Je peux le nommer, ça s'appelle Eurecia, qui est un outil assez simple et qui s'adapte aux besoins de l'entreprise. On peut choisir des modules divers et variés. On peut rester sur 3 modules, comme on peut aller chercher 15. Voilà. Et donc, ça nous a permis de gérer ces entretiens de façon assez efficace et rapide. En tout cas, tous les collaborateurs, les managers, nouveaux managers que nous avons recrutés chez GPG Granit à l'époque, venant des autres entreprises, on a eu les retours que c'est simple, efficace. Et le fait de les mener 3 fois dans l'année, finalement, ça crée pas cette émulsion pendant un mois. Ça y est, c'est la période des entretiens. Qu'est-ce que je vais avoir? Oui, et puis, vous le déconnectez aussi peut-être de la rémunération. Complètement. C'est complètement on va pas décorrélé. Parler de la rému 3 fois par an. Enfin, un moment. On est d'accord. On est d'accord. C'est complètement décorrélé de tous les sujets de rémunération. Une augmentation, ça peut venir en dehors de feedback, comme ça peut être proposé lors d'un des feedbacks. Mais feedback, c'est pas égal. Forcément rémunération. Forcément rémunération. Ok. Ça peut, mais pas. C'est pas une obligation. Mais c'est pas une obligation. C'est le choix managérial. Derrière chaque feedback. Ok. Quelles sont les autres actions que tu as pu mettre en place, toi, en 5 ans, qui t'ont peut-être donné du fil à retordre pendant ces 5 ans? Qu'est-ce qui a peut-être été le plus dur à changer, à faire évoluer dans une entreprise qui elle-même, en plus, grandit, est en croissance, se développe, fait des croissances externes? C'est des impacts, tout ça. Oui, bien sûr. Bien évidemment, comme chaque entreprise, nous avons traversé les moments, ce qu'on appelle les moments de turbulence, où tout n'était pas comme on aurait voulu. On a eu aussi les départs des salariés parce que qui dit croissance dit accompagnement de changement. Et ces changements ne sont pas toujours demandés par les salariés, par les collaborateurs. Et en effet, ils peuvent parfois ne pas correspondre. Et là, on prend les 2 chemins différents. Collaborateur continue sa vie professionnelle, entreprise la sienne. Et c'est normal, c'est la vie. Le tout, c'est d'accompagner les collaborateurs dans les bonnes conditions et de se séparer de bons amis, comme on dit. Ce qui était je ne veux pas dire compliqué, mais ce qui nous a demandé les efforts supplémentaires, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Florent. Dans les conditions de croissance, on sait que l'entreprise a un manque d'activité et est en péril, mais l'entreprise qui connaît un rebond
de demande de ses clients, qui connaît un rebond, cette croissance assez importante, mais qui n'est pas outillé pour, est tout aussi un péril que l'entreprise, un manque d'activité. Après le Covid, on a connu ce moment, en sortie de Covid, on s'est pris des énormes vagues d'activité et surtout que nos clients, ils avaient des attentes énormes par rapport à l'accompagnement que GPG Granit pouvait leur proposer. Et là, il fallait recruter non uniquement vite, mais des bons profils de qualité. Et on sait tous que le marché de l'emploi n'était pas le plus simple en sortant de Covid. Rajoutons cet ingrédient du fait qu'une entreprise dans le funéraire, mais pourquoi je vais venir travailler chez vous si là, à côté, j'ai une start-up qui me propose la piscine de boules, de balles juste à côté. Donc, pourquoi je vais travailler dans le secteur de funéraire ? C'est pas drôle, c'est vieillot. Il faut l'expliquer à mes amis, il faut l'expliquer à ma famille. Tout à fait. C'est pas simple. Mais pourquoi ce choix, en fait ? C'est cela. Et donc là, nous avons commencé de communiquer. Nous avons mis en place les premiers portraits de nos collaborateurs. OK. Nous avons travaillé notre marque employeur et d'ailleurs sans tes conseils, Florent, parce qu'à l'époque je suivais énormément ce que tu fais au sein de ton entreprise. Il y avait énormément de conseils super pertinents et donc ces premières communications, on a vu les fruits, on a commencé à récolter des fruits. Pas en matière de volume des candidats, mais en matière de qualité. Ah mais alors là, tu prêches un convaincu à 200%. Pour moi, la marque employeur, l'objectif, c'est pas d'avoir plus de candidatures. On est d'accord. C'est d'avoir de meilleurs candidatures. Alors si on a plus et des meilleurs, c'est génial. Mais c'est pas plus pour avoir plus, parce que si c'est pour trier des CV et passer son temps à dire non, on est d'accord. C'est pas drôle. C'est pas drôle pour les candidats et c'est pas drôle pour l'équipe recrutement. Donc tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Ouais. Et donc c'était les premiers fruits que nous avons recrutés. Oui, parce qu'avant c'était une entreprise qui était plutôt discrète, qui communiquait pas, ou qui se mettait pas en avant plus que ça sur ce sujet, quoi. C'est cela. Il y avait pas vraiment la communication sur la marque employeur. Il y avait l'identité forte de l'entreprise, mais uniquement en interne, qui n'était pas forcément communiquée au monde extérieur. Et surtout que les enjeux de recrutement n'étaient pas des énormes enjeux. Encore une fois, pour rappel, entreprise de 35, voilà, on crée un poste par-ci, un poste par-là, mais allez, 3 recrutements dans l'année, c'était... On passe à des annonces classiquement et puis on se débrouille, quoi. C'est cela. Ou du réseau, quoi. C'est cela. Et sauf que là, il fallait aller chercher 6 personnes d'un coup, dans un service, 3 dans l'autre. Et donc, il fallait aller chercher des personnes convaincues par notre secteur d'activité. Et donc, nous avons continué de travailler notre page carrière sur notre site internet. Et nous avons, je parlais de portraits collaborateurs. C'était bien évidemment pas une obligation pour nos collaborateurs, mais on a proposé, si vous souhaitez, on fait votre portrait. Il n'y a pas de script, vous n'êtes pas obligé de lire ou de dire ce que l'entreprise vous demande, mais dites ce que vous avez sur votre cœur. Pourquoi vous êtes ici, chez GPG Granit ? Qu'est-ce que vous fait vous lever le matin et venir travailler et accompagner les clients dans le secteur de funéraire ? Et ça a super bien fonctionné, nos portraits. Déjà, les collaborateurs ont joué le jeu et ça a attiré pas mal de candidats. Attirer, c'est une chose. On se dit à l'époque, on peut presque cocher la case, ça y est, j'attire, mais comment je fidélise ? Et là, il y a les sujets de qualité de vie au travail qui rentrent en jeu. Quel environnement de travail on crée pour nos collaborateurs ? Tu as parlé de nos locaux qui sont plutôt agréables. Oui. Et en effet, nous, notre vision, et c'est dans le périmètre de ma fonction, de notre service RH, c'est que la qualité de vie au travail commence par les locaux propres, agréables, par le fait que mon matériel pour le travail, mon PC, que la souris fonctionne bien, que mon casque fonctionne bien, que j'ai le matériel dernier cri au travail, que ça m'empêche pas de faire mon métier, que j'ai ma table, ma chaise qui sont confortables, que mon entreprise me propose aussi le télétravail, qui me fournit aussi le même matériel en télétravail qu'ici au bureau.
Donc, j'ai pas des soucis à se faire. Est-ce que je vais avoir mon même environnement de travail lorsque je suis chez moi ou si je travaille depuis un autre endroit. Donc, nous avons mis cela en place, charte de télétravail qui permet à chaque collaborateur d'avoir 2 jours de télétravail par semaine. Et puis, les services que nous avons apportés. Le sport, 5 fois par semaine avec un coach sportif, qui nous suit déjà depuis des années. Les boissons à volonté, livraison des fruits. On adore les chocolats, mais il y a aussi... On va aussi penser à manger équilibré, donc on a les fruits, réflexologue. Donc tout ceci bout à bout pour montrer à nos collaborateurs que cette entreprise est très exigeante. Encore une fois, je parlais de service client et c'est vraiment notre leitmotiv. Service client est omniprésent et chaque collaborateur, on est tous responsables de service client. Si j'ai un client au bout de fil, je ferai tout pour l'apporter la réponse et même si je ne l'ai pas dans l'instant T, cette réponse-là, je ferai le nécessaire pour l'avoir. Et est-ce que c'est à ce moment-là que le sujet de la RSE est devenu dans ton périmètre ? Parce que ce n'était pas dans ton périmètre initialement, le sujet RSE. Tout à fait. Là, aujourd'hui, tu as la direction de la RSE en sus de la direction RH. Ça arrivait à quel moment et pourquoi ? Alors, RSE, ça arrivait, je peux dire, tout naturellement. Car ayant déjà travaillé depuis des années sur tout ce qui est les sujets... de RSE sociétal, avec notre PDG, il était PDG à l'époque, monsieur Alexis Joubert, et avec les membres de comité de direction, on s'est posé la question. RSE, faut y aller, c'est une thématique plus qu'importante. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas contraintes à cette obligation par notre taille, demain, ça ne sera pas le cas, mais surtout que ces sujets-là, étant entreprise responsable, on doit commencer à les aborder sans subir cette obligation. Généralement, chez GPG Granit, Groupe 7, on n'aime pas subir. On aime. Et ça, je trouve ça tellement bien de ne pas attendre que la loi nous oblige à. Tout à fait. Parce que de toute façon, un jour, elle va nous obliger à. Et donc de dire. Et je suis totalement en phase, il faut mieux piloter, prendre en main les choses que d'attendre que ça nous tombe et on dise j'ai plus le choix, quoi. Et là, c'est plus compliqué à mettre en place en général. Bien sûr. Et déjà, quand on y va sur les sujets sans cette conviction profonde personnelle, c'est un peu compliqué. C'est des sujets où toi, bien sûr, en tant que responsable, mais aussi tes dirigeantes, elles doivent avoir envie d'aller sur ce terrain de jeu. Bien sûr. C'est pas au-delà des étiquettes, peut-être des labels, je ne sais pas ce que vous avez mis en place, etc. Mais il y a une vraie conviction derrière tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, l'ensemble de notre comité de direction, soutient et porte ces sujets en les mettant en avant. Et on sait qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait la différence. Et donc, si je reviens à ta question sur à quel moment arrive le sujet RSE, donc on s'est posé la question avec mes collègues du CODIR. RSE, comment on va s'y prendre sur ces sujets-là et l'évidence, c'était on fait l'audit. Ça se trouve, on fait déjà certaines choses. Ça se trouve, on fait déjà RSE sans savoir sans cette volonté de tiens, on va faire RSE, on va faire ci ou ça. On fait l'audit et on verra. Comment vous avez fait vous avez fait en interne, vous avez posé des questions aux salariés, vous êtes passé par une structure. Alors on a fait appel à une structure spécialisée dans tout ce qui est sujet RSE et qui est spécialisée tout particulièrement sur les audits. Vraiment aller chercher, comprendre l'activité de l'entreprise pour apporter de la valeur ajoutée. C'est vrai que nous, n'ayant pas encore à ce stade la compétence et l'expertise en interne, au lieu de perdre le temps au risque de s'y perdre en fait dans les multitudes de sujets, nous avons préféré de faire appel à un organisme tiers qui nous a super bien accompagnés. Et cet organisme nous a sorti un audit. Donc, il y avait les échanges avec les collaborateurs, il y avait l'analyse de nos data internes, de toutes les actions qui ont été mises en place. Et donc, grâce à cet audit et grâce à leurs accompagnements, nous avons réussi de sortir un plan d'action qui se pose sur 4 piliers. Donc, nos
pilier RSE, ce sont les fournisseurs. Donc, tout d'abord, nos fournisseurs. Comme je disais, on a plusieurs fournisseurs. On fabrique en France, mais aussi en Inde et en Chine. Et si en France, on est tous contraintes de répondre aux mêmes exigences, en Inde et en Chine, c'est trois ambiances complètement différentes. Ok, d'accord. Et donc, nous, en tant que partenaires responsables, étant un pays développé, on s'est posé la question comment on va accompagner nos fournisseurs qui sont dans les pays émergents, en développement, car il y a plusieurs centaines de salariés, d'ouvriers qui travaillent sur la fabrication de nos monuments, et on doit se rassurer tout simplement qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent au sein de ces usines-là, que ces ouvriers et ces ouvrières sont bien rémunérés, que ces usines respectent bien la législation locale en matière de droit de travail, même si voilà, on ne peut pas forcément comparer à la législation française. Il y a énormément d'aspects culturels qui rendent un jeu. Encore une fois, moi, avec cette double culture, c'est pas aussi simple d'amener la culture à la même législation dans un pays qui n'a pas du tout eu la même histoire. Et on n'a pas tous eu tous la même éducation. Donc, nos fournisseurs, leur quotidien, comment ils travaillent, dans quel cadre, est-ce que le droit de l'homme est respecté, s'il n'y a pas d'enfants qui travaillent au sein de nos usines, mais aussi rédiger un document unique qui sera présenté à la totalité de nos fournisseurs dans le but de mener le business éthique et responsable. Donc, charte d'affaires responsables, et on est allé chercher labellisation qui s'appelle IGEP, labellisation spécialisée pour les entreprises qui travaillent dans le pierre naturel. Ah, ok, d'accord, ça existe. Okay, ça existe bien. Il y a plein de choses qui existent, surtout dans le secteur de funéraire. C'est méconnu, mais ça existe. Donc, deuxième aspect de notre démarche ESG, c'est l'environnement. Du fait qu'on fabrique dans les pays étrangers, bien évidemment, ça nous génère une émission de gaz à effet de serre assez importante. Donc, nous avons élaboré un bilan carbone sur 3 scopes. On a décidé de ne pas tricher, de ne pas aller uniquement sur 2 scopes, parce qu'on est plutôt de très, très bons élèves. Et notre émission de gaz à effet de serre représente 98% sur le scope 3. Donc, vous auriez pu faire 1 et 2, et comme ça, vous étiez un peu tranquille, quoi. Voilà, mais encore une fois, ce n'est pas notre vision de choses. Si on fait quelque chose, on le fait au bout, et surtout pour apporter de l'impact, réel impact. Et donc, actuellement, nous avons les chiffres et nous travaillons sur notre objectif que nous nous sommes fixés, c'est de baisser notre émission de gaz à effet de serre à moins 5% d'ici 2030. Donc là, on est clairement dans l'ambition de l'accord de Paris. On a un boulevard des choses devant nous à faire, et on y tient vraiment à cet objectif. Troisième pilier, c'est sécurité. Entre-temps, donc Groupe 7, je parlais de 2 sites. Là, aujourd'hui, avec toi, Florent, on est à Saint-Jacques-de-la-Lande. Nous avons un site pas loin de Fougères, notre plateforme logistique. Et nous avons un autre site, atelier, dans les Rhône-Alpes, dans le 69. D'accord. Et ce sont 2 sites, on peut dire, logistiques et industriels, donc plateforme logistique et atelier de production. Et nous avons décidé d'optimiser notre organisation et aménager nos sites pour limiter, voire supprimer l'accidentologie. Nous sommes convaincus que EPI, c'est bien. Faire des rappels de formation, c'est bien. Mais la sécurité, ça passe aussi par le matériel. Par les formations sur ce matériel, par les personnes engagées sur place. Et en effet, ça représente un coût. Ça représente un coût assez important. Mais c'est tellement important. Rien de nouveau, la sécurité de nos collaborateurs. Donc, c'est un sujet à part entière, la sécurité sur nos sites de production et nos sites logistiques. Et puis, 4e pilier, social, accompagner nos collaborateurs en leur progression professionnelle et mettre en place le cadre de qualité de vie au travail que j'ai parlé. Et donc, ça passe par tous les services que l'entreprise met en place, par nos locaux, mais aussi par accompagnement de chaque manager de
ses collaborateurs, par ses feedbacks trimestriels et aussi par autre chose, par communication. Et d'ailleurs, quelques mots sur la communication, parce que j'ai, lors de mes échanges avec les pairs RH de secteur rennais, qui trouvent ceci plutôt pas mal, plutôt intéressant. En matière de communication, depuis plus de 5 ans, nous avons ce qu'on appelle Radio. À l'époque, c'était GPG Granit, et maintenant, c'est Radio 7. Le principe, tout simplement, tous les mercredis à 8h30, la totalité de l'entreprise se retrouve sur le lien Teams Visio. On allume nos caméras et on parcourt l'activité de chaque service. Chaque service intervient à l'auteur de 2-3 minutes. C'est quoi mes activités de cette semaine? C'est quoi mes priorités? C'est quoi les retours de mes clients? À la fin, on parcourt les anniversaires, voilà, les choses un petit peu plus informelles. Tout ceci pour donner le même niveau d'information à tous les collaborateurs. Et ça, c'est animé par le management, par le codir, par le dirigeant? Alors, c'est moi qui l'anime, généralement. Okay. Et c'est soit moi, soit ma collègue Audrey du service RH. Donc, c'est animé par service RH. Mais c'est pas Radio RH? C'est pas du tout Radio RH. C'est Radio 7. C'est Radio 7. Ce sont les managers ou les collaborateurs qui présentent l'activité de chaque service. Ok. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas du tout la radio RH, même si, nous aussi. Il peut y avoir des sujets RH, bien sûr. On intervient lorsqu'on doit annoncer qu'on lance le recrutement. Vous allez voir plusieurs têtes qui vont venir faire les entretiens, où on a les intégrations, les anniversaires, les anniversaires professionnels. Mais non, c'est pas radio RH du tout. C'est Radio 7, avec quelques mots de notre directeur général à la fin. Et si je suis absent, c'est enregistré? Oui, on a même, les collaborateurs appellent ça replay. En effet, c'est enregistré pour les collaborateurs absents ou en congé ou qui ne travaillent pas le mercredi. Ok. Oui, parce que c'est pas arrivé, forcément. Tout à fait. Ok, très clair. Sur ta politique RH et ta politique RSE, il y a des indicateurs que tu suis plus particulièrement? Il y a des choses qui sont pour toi importantes à mesurer de manière régulière? Comment tu fonctionnes là-dessus? Alors oui, bien sûr, nous avons les indicateurs. Au-delà des indicateurs dits classiques, RH, turnover, absentéisme, etc. Nous avons aussi les indicateurs, notamment de l'activité. Je vois notre taux d'activité une fois par mois et je fais la rétrospective sur les 24 derniers mois. Au-delà de ce taux d'activité, je regarde les heures supplémentaires. Combien de temps, avec combien de ressources nous avons géré telle ou telle activité. Ça nous permet de voir est-ce que le rebond, par exemple des heures supplémentaires, porte le caractère plutôt occasionnel. Dans ce cas, on reste attentif, mais pas d'action RH. Si on voit que depuis 2, 3, 4 mois, nous avons toujours la même tendance, ça voudrait dire qu'il y a peut-être les décisions RH à prendre, recrutement à ouvrir, ou se poser autre question sur notre organisation. Trop d'heures supplémentaires dans la durée, quoi. Oui. C'est pas l'objectif. C'est surtout pas l'objectif. C'est surtout pas l'objectif. C'est vrai que ces indicateurs, ça nous permet aussi de prendre les décisions stratégiques pour accompagner la croissance de l'entreprise. Ok. Très très clair sur ce point-là. Et sur l'aspect RSE, le sujet effectivement diversité, inclusion, comment est-ce que vous y travaillez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais toi avec ton équipe sur ces sujets-là pour promouvoir ces thématiques qui sont importantes, en tout cas à mes yeux? Oui, tout à fait. On est complètement d'accord, on partage la même vision. Ce sont les problématiques et les sujets très importants sur lesquels il y a beaucoup de responsabilités RH, en tout cas dans la communication et dans la mise en place de ces sujets-là. Nous travaillons beaucoup avec les organismes
partenaires. Donc, nous travaillons avec Cap Emploi, nous travaillons avec Pôle Emploi, nous travaillons avec les OPCO. Nous communiquons beaucoup, notamment en interne, sur les sujets de l'handicap. En mois de novembre, il y a une semaine de l'handicap au travail. Et pour nous, c'est un événement. Nous avons déjà fait appel à de partenaires, les entreprises tierces, pour venir faire les jeux simples, pour que nos collaborateurs se rendent compte que plus de 80% des handicaps sont invisibles. Et ces sujets, on doit déjà les porter en tant que RH, mais on doit aussi s'assurer que les collaborateurs ont eu les informations nécessaires sur le sujet. Et d'ailleurs, on a eu quelques collaborateurs qui se sont dit « mais en fait, j'ai cette problématique, mais je ne me suis jamais posé la question que je peux obtenir une RQTH à cause de cela. » Donc, ça, c'est un sujet très, très récurrent dans beaucoup d'entreprises, en fait. C'est de se dire, mais déjà, bien sûr, recruter, intégrer de nouveaux collaborateurs, de nouvelles collaboratrices qui ont une reconnaissance handicap, c'est un véritable sujet. Mais des fois, il y a aussi des collaborateurs qui n'osent pas parler de leur handicap, qui ne savent même pas qu'ils peuvent obtenir aussi de l'aide, soit sur du matériel, soit sur de l'aménagement de poste, sur des horaires, etc. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut parler, il faut communiquer. Je pense qu'en tant qu'RH, c'est basique, mais je pense que ce n'est pas fait partout encore. Donc, oui, malheureusement, c'est probablement pas encore fait partout. Non, ça dépend de la culture aussi de l'entreprise, beaucoup. Mais communiquer, c'est vraiment la recette. En tout cas, on n'a pas trouvé une recette miracle, mais rien de communiquer, faire en sorte que les collaborateurs prennent conscience que ça existe et que probablement eux ou peut-être leur entourage sont concernés. C'est très, très important. Est-ce qu'il y a des sujets, des transformations RH ou des transformations RSE, ou les deux d'ailleurs, qui n'ont pas encore été mises en place au sein du groupe Seven, toi que t'aimerais mettre en place, t'aimerais travailler ces prochains mois, ces prochaines années, qui te porteraient, quoi? Oui, en effet, nous avons un sujet de côté de RSE, sujet de mécénat de l'association. Depuis déjà plusieurs années, nous soutenons une association rennaise locale, qui œuvre auprès de malades de cancer. Ça s'appelle oui, Cécile Étoile. C'est une très belle association, Cécile Étoile, qui a construit un jardin auprès de l'hôpital Eugène Marquis à Rennes et qui permet aux malades de cancer, lors de leurs soins, de sortir de cadre strictement médical, très protocolaire, et de faire les activités artistiques, voire des personnes qui vont lui parler d'autres choses, s'occuper des plantes, des fleurs, faire autre chose. Et ça fait du bien. Donc depuis déjà plusieurs années, GPG Granit soutient cette association. Et maintenant, ce que j'aimerais vraiment développer, c'est de motiver nos collaborateurs d'aller faire le partage des compétences. Cette association, comme n'importe quelle organisation, a parfois besoin compétences marketing ou compétences commerciales pour aller chercher les nouveaux partenaires, aller promouvoir le site internet sur les référencements naturels. Et donc tout ceci, j'aimerais que, et je suis persuadée que ça va marcher uniquement quand les collaborateurs vont avoir cette envie personnelle et naturelle d'aller aider et partager quelques heures de son temps pour le bien de l'association. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel nous avons beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est très concret en plus. Oui, tout à fait. C'est très concret pour bien sûr l'association que vous accompagnez, mais très concret aussi pour les salariés. Ça donne du sens. Tu parlais de sens tout à l'heure, ça en donne aussi d'une autre manière. Et puis c'est aussi un investissement pour vous. Enfin, c'est une action aussi qui est importante pour un groupe comme le vôtre. Complètement. De permettre à des collabs de consacrer un peu d'heures sur ce sujet. Après, il faut le structurer, il faut l'organiser. C'est cela. Structuration, c'est le mot. C'est pas toujours si facile que ça. Mais tout à fait. Ok. Le temps tourne. Alina, j'ai quelques petites questions traditionnelles à la fin de mon podcast. Alors, ces questions-là, je te les avais envoyées en amont.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous as jamais raconté, un micro, même à ta hiérarchie qui est pas encore au courant, une anecdote pro qui t'est arrivée, alors qui a pu t'arriver d'ailleurs au sein de ton expérience professionnelle actuelle ou même avant, hein, pour être très honnête, qui t'est arrivé, je sais pas, soit en tant que candidate, soit de l'autre côté en tant que RH, soit quelque chose qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager. Oui, en effet, il y a beaucoup d'anecdotes. Je pense qu'on voit. En intérim, tu as dû en voir en plus plein. Ouais, en plus, en intérim, tu dois en voir beaucoup. Oui, tout à fait. Je vais te dire deux, mais très rapidement. Ce qui m'a marqué dans ma carrière dans le secteur de travail temporaire, c'est le nombre des personnes, des parents, que ce soit homme ou femme, hein, c'est le nombre des parents engagés dans l'éducation de leurs enfants, mais par hasard, c'était tous les lundis à 8h. Tous les lundis à 8h, si la personne qui ne se présente pas sur sa lieu de mission, c'était mon enfant est malade, mon enfant a ci, mon enfant a ça. Et ça, je trouvais c'est juste génial quand les personnes s'engagent autant dans l'éducation de leurs enfants. Mais en effet, c'était que les lundis matins. On ne sait pas pourquoi. Et deuxième anecdote, oui, c'est une anecdote assez connue en interne. Il y a quelques années, notre équipe IT, notre service organisation et innovation, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, on commençait de mettre en place les campagnes de phishing, donc les faux mails frauduleux, pour nous tester un peu sur notre vigilance, vigilance digitale. Et donc, lors de toute première campagne, ils ont lancé un mail venant soi-disant de ma part avec la demande de signature électronique d'un avenant au contrat de travail. Moi, bête et méchante, je le reçois et ça m'intrigue. Je me dis, mais je me suis rien envoyé à moi-même. Mais portée par cette intrigue, par curiosité, je suis tombée dans le panneau, j'ai appuyé. J'ai appuyé ce lien. Et voilà, j'étais fichée comme si la DRH ne sait plus qu'est-ce qu'elle envoie à ses collaborateurs, c'est qu'on a des problématiques. Ceci dit, j'étais pas la seule qui a cliqué sur ce lien et ça a donné lieu à une vraie démarche sur l'accompagnement et sensibilisation de nos collaborateurs. Et ça nous a permis d'éviter des vraies tentatives de phishing super bien faites. Et là, actuellement, nos collaborateurs, ils sont plutôt à l'afflux de ce type de messages. Et malheureusement, nous, comme je pense autres entreprises, on reçoit de plus en plus et c'est de mieux en mieux fait. Donc, soyons vigilants par rapport à cela. Tout à fait. On en voit. Moi, j'ai le mari d'une de mes collaboratrices qui, un jour, n'a pas reçu son salaire. Parce que effectivement, la RH avait reçu un mail qui était du phishing avec merci, je change de RIB, voilà mon nouveau RIB, merci de verser à compter de ce mois mon salaire. Et la RH est tombée dedans, ils ont versé le salaire effectivement sur le nouveau RIB qui est parti dans un pays et qui est irrattrapable derrière. Voilà. Malheureusement. Et le salarié, au bout de le jour 1, jour 2, jour 3 du mois, il dit mais j'ai toujours pas mon salaire, mes collègues ils ont mon salaire et pourquoi ? Voilà, c'était ça. Oui, et c'était très bien fait, c'était extrêmement bien fait. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce que ça m'a même touché typiquement la fonction RH. Ah oui, complètement. complètement. Nous, ce que nous avons trouvé pour faire face à tout cela, parce que les messages comme cela, on le reçoit, pas encore tous les mois, mais au moins une fois par mois, merci de changer mon RIB. On passe forcément un coup de fil directement au collaborateur. Et vu que nous sommes 0 mail entre les collègues, déjà, on reçoit un mail avec ce type de demande, c'est bizarre. Nous fonctionnons par Teams, messagerie, appel. Donc on préfère avoir 3 fois la validation du collaborateur que croire à ce qu'on reçoit dès le premier fois. Ouais, c'est mieux, en tout état de cause. Il faut être vigilant. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast, des personnes que tu aimerais entendre, des personnes que tu connais peut-être en RH ou des personnes que tu connais pas mais que tu as vues peut-être sur LinkedIn, tu te dis tiens, j'aimerais bien les entendre à ce micro? Alors oui, en effet, il y a une personne que j'admire tout particulièrement, mais tu as déjà fait son podcast. C'est Stéphanie Villegubert de Ciradel, oui, en effet. J'aime son approche très humain, très terrain et son engagement dans les plusieurs fonds, non uniquement dans son entreprise, mais dans les réseaux professionnels à NDRH.
ainsi qu'une RH au niveau national, Audrey Richard de Canard+, qui chapeaute la globalité de NDRH en France. Et autrement, je pense à Pauline Fauquet de Digitalio, qui a aussi connu et vécu la croissance de l'entreprise, ayant déjà RH qui a très bien accompagné l'entreprise, et je pense qu'elle a plein de bonnes idées et des bonnes méthodes à partager auprès de ton micro. Ouais, je prends. Effectivement, sur les 3 personnes que tu as citées, seule Stéphanie est venue à mon micro, et sur un épisode un peu spécial en plus. C'était sur les tendances RH. C'était pas tant sur son expérience. D'ailleurs, elle est comme toi, DRH et directrice RSE. Elle a la double casquette au sein de son entreprise. Mais je prends. D'ailleurs, petite question. Comment est-ce que tu fais ta veille professionnelle ? Est-ce que tu as le temps déjà de réaliser une veille professionnelle ? Et si oui, c'est quoi tes astuces pour que ce soit le plus efficace possible ? Est-ce que tu as des sites qui te parlent ? Est-ce que tu lis ? Est-ce que tu écoutes des podcasts ? Comment tu fonctionnes ? Alors, en matière de veille professionnelle, nous fonctionnons en interne avec les partenaires, les vrais experts dans leur métier. Que ce soit les juristes, les cabinets de paye, les experts comptables. Et donc, nos partenaires organisent de temps en temps les journées des formations-informations sur les dernières nouveautés législatives. Donc, ça nous permet vraiment, en une seule journée, d'obtenir une masse et mine d'informations pour notre quotidien. Je trouve que c'est super important de trouver ce temps pour faire la veille, car on sait, ayant toujours la tête dans le guidon, parfois on passe à côté de sujets super importants. Donc, j'essaie de m'organiser. Au niveau des podcasts, j'aime bien celui qui s'appelle Chef. Oui, tout à fait. Oui, tu connais. De Sophie. De Sophie, en effet. Et d'ailleurs, notre président, Alexis Joubert, était à son micro il n'y a pas très longtemps. C'est vrai ? Oui. Ok. Donc, très, très intéressant ce podcast où on peut vraiment découvrir les parcours très inspirants. J'aime aussi le podcast Vlan, pour la société en mutation. Et bien sûr, ton podcast, Florent, on n'a jamais fait comme ça, fait partie de mes incontournables. Sur le côté Actu RH, je suis membre de ANDRH. Ça fait quelques années que tu es membre. Ça fait déjà quelques années, ça fait à peu près 2 ans. Que je suis membre de ANDRH, et donc j'ai hâte de voir cet événement annuel cette année fin juin à Vannes. À Vannes, en effet, c'est en Bretagne. Oui, j'y vais avec cette motivation d'apprendre plein de nouveautés, plein d'idées, et surtout rencontrer les DRH passionnants et super inspirants. J'aime aussi Welcome to the Jungle. Je trouve que pour la notion de management, c'est super intéressant. Donc, on a aussi Revue Fiduciale, mais toujours pour suivre côté législation. Et puis, Baromètre de Choose My Company. Choose My Company, nous travaillons avec eux depuis déjà plusieurs années. Notre baromètre interne, labellisation Happy at Work et Impact, fait partie de nos incontournables. C'est via Choose My Company qu'on donne la parole à nos collaborateurs. Donc, très inspirant. Et puis sinon, je lis beaucoup des retours de nos collaborateurs, les feedbacks quadrimestriels. Nous avons aussi questionnaire hebdomadaire qu'on appelle Mood de la semaine. Parfois, les retours de mes collaborateurs, ça vaut 100 articles, et j'apprends énormément grâce à ces retours. Tu lis des livres RH ou des livres management ? Tu prends ce temps-là ou pas ? Ou t'es pas le livre ? Alors, c'est plus compliqué. C'est vrai que pour les livres, c'est plus compliqué. Je préfère le podcast entre 2 déplacements sur les 2 sites. En voiture, c'est un petit peu plus simple d'écouter le... Quand tu fais Saint-Jacques-Fougères. C'est ça, Saint-Jacques-Fougères ou Saint-Jacques-Sarcey. Et tu vas en voiture ? Alors, à Sarcey, non, on privilégie le train. On privilie le train. Mais tu as quand même un petit temps de déplacement, quand même. Oui, il y a un petit temps de déplacement. Ouais, forcément, ouais. Ok, c'est très très riche. Un grand merci, Alina, pour ton temps, pour ta transparence, ton sourire qui respire au micro.
Mais je te confirme. J'espère en tout cas que vous avez pris, comme moi, plaisir à écouter Alina. Si des RH qui t'écoutent ont envie de te contacter pour partager avec toi, ils peuvent te contacter par LinkedIn, c'est possible? Tu tries tes messages LinkedIn? Oui, bien sûr. Ouais. LinkedIn reste un canal de communication à privilégier. C'est simple, rapide. Ça remplace anciennement les cartes de visite. Donc, bien sûr, disponible sur LinkedIn. Et sinon, si vous êtes membre de l'NDRH, vous allez sur l'annuaire de l'NDRH et vous avez les coordonnées d'Alina, vous pouvez lui écrire. Voilà. Tout à fait. Et si vous venez cet été à l'événement NDRH, ce sera avec un grand plaisir. Ça marche. Merci à tout le monde. Merci Alina. Merci beaucoup Florent. Passez tous une très très bonne journée. Merci, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!